Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, je reçois Titiou Lecoq. Je vais être totalement honnête, je suis une grande fan de Titiou. Je suis pas fan du terme fan, oui, je sais, c'est contradictoire, mais je m'en fous, c'est mon podcast. Mais dès le début du podcast, alors que je mettais dans un tableau Excel les noms des femmes que je voulais entendre à mon micro, Titiou, pour moi, c'était le top 5, c'était le Graal. J'adore ce qu'elle fait. Ses livres notamment, son essai sur Honoré de Balzac, alors petite parenthèse, ça s'appelle Honoré et moi, et ça parle de Balzac sur plus de 200 pages, et c'est drôle, donc rien que pour ça, chapeau. J'adore son podcast sur l'argent, qui est le sujet de cet épisode, et fait notoire, elle a écrit un essai hyper fouillé sur la charge mentale, donc oui, c'est mon idole. D'ailleurs, si j'ai appelé mon roman Les Bécasses, c'est aussi un peu en hommage à son premier roman à elle qui s'appelle Les Morues. Et au-delà de tout ça, Titiou, c'est la personne qui m'apprend plein de trucs concrets sur le féminisme et sur toutes les inégalités qui nous entourent, nous, en tant que femmes. C'est l'intro la plus longue du monde, donc allez en piste, Titiou, et en piste, ça groupie. Hello Titiou, est-ce que ça y est, tu as fait ta déclaration d'impôt? Oh oui, ça y est, je l'ai faite. Mais surtout, c'est terrible, je ne grandis pas parce que j'ai vraiment l'impression de faire un truc incroyable alors que tout le monde l'a fait. Mais moi, je me dis, waouh, qu'est-ce que je suis forte, j'ai réussi à le faire et maintenant on va me donner un bonbon. Et en fait, non, la vie ne te donne pas un bonbon quand tu fais ta déclaration d'impôt. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Titiou Lecoq, j'ai 41 ans et mon travail dans la vie, c'est d'écrire. J'aime bien le présenter comme ça plutôt que dire écrivaine, etc. Donc, j'écris des livres, des essais, des romans et aussi des articles. Et notamment, toutes les semaines, je fais un édito pour slate.fr. D'accord. Et tu as sorti un livre en 2017 qui s'appelait Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, qui traitait de la charge mentale et donc en filigrane de l'inégale répartition des tâches domestiques au sein d'un foyer. Un livre que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé et que je recommande aux auditeurs et auditrices. Et puis ensuite, en 2020, produit par Slate, justement, tu as sorti un podcast qui traite de l'argent dans le couple. Est-ce que tu pensais déjà à ce sujet de l'argent dans le couple à l'époque de Libérer ou pas du tout? Alors, le cheminement était assez intéressant parce que libérée, j'étais vraiment partie de mon expérience. Pourquoi est-ce que dans mon couple, qui se voulait plutôt égalitaire, avec l'arrivée des enfants, la vie quotidienne, je me suis retrouvée à faire les tâches ménagères. Et la question de l'argent, elle n'était pas du tout dans mon viseur. Mais en écrivant le livre, en prenant conscience de choses, un des premiers changements qu'il y a eu chez moi, ça a été le rapport à l'argent plutôt qu'aux tâches ménagères. Et notamment parce que j'ai travaillé dessus aussi sur la tendance féminine à vouloir éviter le conflit et donc les situations conflictuelles. Et donc, je me suis rendu compte, par exemple, que j'étais très mauvaise pour négocier mes contrats parce que je n'avais pas envie que mes employeurs me trouvent méchante. D'accord. Et donc, en fait, je me faisais flouer sur l'argent à l'extérieur. Avec mon banquier, c'était pareil. J'étais hyper mal à l'aise. Je voulais pas l'embêter avec mes questions, même si j'avais rien compris. Enfin, je me suis dit, j'ai quand même un truc un peu bizarre avec l'argent. Et donc, vraiment, en écrivant Libéré, j'ai bossé sur mes blocages complètement personnels en me disant, en fait, j'ai une valeur, il faut que je négocie mieux, etc. Et c'est ensuite, pendant la promo, que quand on me demandait, oui, mais est-ce que vraiment, dans les couples, c'est toujours l'homme qui en fait moins sur les tâches ménagères, etc. En fait, je m'étais rendu compte que la meilleure réponse était, c'est la personne qui gagne le plus d'argent dans un couple qui va faire le moins de tâches ménagères. Mais alors justement, pourquoi? Alors, c'est tout un mécanisme assez complexe. Alors, tu peux avoir une réponse complètement pragmatique qui est que souvent, la personne, on va mettre au masculin, hein, parce que Ouais. c'est quand même majoritairement les hommes, celui qui gagne le plus d'argent, donc son travail va passer en premier.
parce que c'est le travail qui rapporte le plus. C'est celui qui va sans doute être le plus souvent à temps complet, etc. Et la personne qui gagne le moins va se mettre plus facilement à temps partiel pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, etc. Parce que de toute façon, son travail rapporte moins. Donc, tu as une raison comme ça très pragmatique. Et après, tu as aussi quelque chose qui joue, parce que même quand les deux travaillent à temps complet, on voit qu'il y a une inégalité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie, qui est que je pense que quand on rapporte moins d'argent à la maison, on se sent un peu coupable ou un peu dans une position un peu compliquée, voilà, redevable. Et donc, on compense. Et on compense en faisant plus dans la maison. Et moi, c'est un peu le cas dans mon couple. Et je sais que quand j'essaye d'imaginer, mais ça fait quoi d'être celui qui gagne le plus, je me dis, mais ça doit être complètement grisant. Il y a quand même une sensation, voilà, un peu de pouvoir, quoi, qui se joue derrière, mais dont les couples ne veulent absolument pas parler. Et ce que je comprends, parce que c'est très gênant. Oui, ouais, j'imagine bien. Et c'est pour ça, pourquoi c'est compliqué de parler argent dans un couple? Alors, c'est compliqué de parler argent et tâches ménagères. C'est aussi le point commun entre les deux sujets. Les deux sont très compliqués à aborder parce que c'est des sujets potentiellement d'engueulade. Et donc, c'est compliqué pour les femmes qui sont censées être dans un rôle plutôt d'assurer la bonne entente au sein du couple et de la famille. Elles sont là pour fluidifier les relations sociales et pas pour les tendre et les crisper et que ça se passe mal, quoi. Elles sont plutôt à faire tampon. Ouais, on est toujours dans le côté prendre soin de l'autre. Aimer, c'est prendre soin de l'autre, en fait. Voilà, et c'est pas aller à la confrontation avec l'autre. Donc, et on sait que c'est des sujets. Enfin, voilà, c'est pour parler de quelque chose qui va pas, la répartition des tâches ménagères ou comment on fonctionne avec l'argent. Après, sur l'argent, je m'y étais intéressée particulièrement sous l'angle de l'idéologie de l'amour que ça révèle derrière. C'est-à-dire que on grandit quand même dans l'idée que aimer, c'est donner, mais c'est donner sans compter. Et donc, à partir du moment où on rentre dans une logique de « Attends, combien j'ai dépensé pour les courses, j'ai mis plus que toi, et gna gna gna, et comment on rééquilibre ?» Eh ben, on est en train de compter, donc on n'est pas vraiment amoureux, et donc c'est moche. Et là, il y a vraiment un truc qui se joue, je dis idéologique, sur on oppose la comptabilité et l'amour, alors qu'en vrai, et juste pour que ça se passe mieux et que ce soit plus égalitaire et plus juste dans un couple, à un moment, il faut compter. Parce que quand on ne compte pas, les choses sont toujours injustes. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'on a l'impression que dès qu'on parle argent dans un couple, c'est souvent par le biais de la séparation ou du divorce, en fait. Oui, parce qu'on est sorti de l'idéologie de l'amour à ce moment-là. Effectivement, il n'y a plus la question de l'image qu'on veut avoir de son couple. Donc là où en plus on est vraiment dans quasiment se venger avec la comptabilité et tout le monde se met à compter. Mais alors qu'on peut, c'est peut aimer et compter. Je veux dire, c'est pas. Voilà, je pense que c'est un vrai travail intellectuel pour nous de déconstruction. Tu vois, ils font pas la comptabilité dans les contes de fées. Il y a un vrai truc de se dire, ça ne remet pas en cause l'amour que j'ai pour l'autre et la beauté de notre histoire, etc., de se poser une fois par mois après le dîner pour faire les comptes du couple, voilà, de ce que chacun a dépensé et de comment on équilibre les choses. Ça n'est pas antinomique avec la notion d'amour. Parce que toi, ce que tu expliquais il me semble que c'est dans le premier épisode, je les ai tous écoutés évidemment et j'ai adoré le podcast, c'est qu'au début, tu t'es rendu compte, en fait, avec ton mec, que vous faisiez pas tellement les comptes. Je crois que vous n'aviez pas de compte, vous aviez chacun votre compte ou pas de compte joint. Donc, en fait, il y en avait un qui payait la cantine, l'autre qui faisait les courses. Et en fait, il me semble que c'est en discutant avec un couple de copains que tu t'es rendu compte qu'il y avait certains couples qui étaient beaucoup plus, alors, je sais pas si c'est le terme, organisés ou beaucoup plus clairs, en fait, sur la notion de partage au niveau de l'argent. Oui, alors c'était nous, vraiment, on faisait rien, mais c'était une calamité. Donc, effectivement, on ne faisait rien, donc on n'avait jamais ouvert de compte commun parce que ça a déjà été une démarche. On était dans la non-démarche. Alors, ça a un nom en sociologie, c'est au début d'une relation, quand on commence à se fréquenter, qu'on n'habite même pas ensemble, il y a ce qu'on appelle le don réciproque. Et c'est un peu une technique de drague, c'est-à-dire ça nous fait plaisir d'inviter l'autre, on s'invite à un tour de rôle, on dit ah, attends, non, le resto, c'est moi cette fois, attends, le ciné, c'est moi, enfin voilà. Et c'est un truc, voilà, je te donne, on se séduit, c'est super. Et après, on s'installe ensemble et en général, c'est là où moi, j'ai loupé, j'ai pas compris le truc qu'il fallait faire, qui était de dire, bon, bah maintenant, on va se faire un compte commun, on va voir qui paye EDF, quoi. Et nous, on n'a pas fait ça. Et donc, on recevait des factures et puis on continuait à dire non, mais attends, le gaz, c'est pour moi ce mois-ci, je le prends. et,
C'était complètement sûr. Genre, on s'invitait, je disais non, mais attends, la crèche, laisse tomber, je le fais, c'est bon, t'embête pas. Enfin, et donc, c'était pas du tout en fonction de nos revenus. Et puis, à un moment, j'ai commencé à me dire, attends, je gagne moins, j'ai l'impression que je paye autant. Mais c'était de l'impression, puisque je ne savais pas combien je payais en vrai. Et se rajoutait en même temps, je fais plus de tâches ménagères, je me sens perdante partout, quoi. Et D'accord. effectivement, en parlant avec des amis, j'ai notamment une copine que j'interviewe, un couple d'amis, j'interviewe dans le premier épisode, Cécile et Julien, qui, eux, ils ont des tableurs Excel, et eux, ils ont toujours fait hyper gaffe à ça. Et en fait, en les interviewant, je me suis rendu compte que Cécile, par exemple, me disait, oui, mais moi, c'est ma mère qui nous a fait faire nos premiers budgets, qui m'a appris à faire ça, et le notaire de famille, etc. Et donc, quand elle m'a dit notaire de famille, moi, ma famille, on n'a pas de notaire. Ouais. Et il y a une vraie éducation, en fait, à l'argent qui s'est pas faite chez moi, quoi. Nous, on n'en avait pas beaucoup de l'argent, donc il y avait pas d'éducation à faire sur comment gérer l'argent. Ma mère, elle était toute seule, elle était mère célibataire, donc voilà, il y a un truc qu'elle m'a pas transmis ou qu'elle avait déjà pas elle-même. Et donc voilà, donc là, je m'ai commencé à me dire, mais attends, il y a entre l'histoire de chacun, l'histoire genrée, la répartition homme-femme, il y a un truc autour de ce sujet du couple et l'argent. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans un des épisodes, c'est aussi parce que je m'y suis reconnue, c'est la différence entre l'égalité et l'équité dans un couple quand on parle d'argent. En fait, tu vois, moi, je fais partie de ces femmes obsédées par l'égalité. Pour moi, c'est pas du tout une critique, enfin, la meuf qui s'auto-kiffe. Mais pour moi, c'est bien d'être obsédée par l'égalité. Et tu vois, je voulais donner autant que mon mari, enfin, dans les comptes, mais en fait, alors que je gagnais moins. Et pour moi, l'égalité, c'était de donner, en fait, et c'est l'égalité, mais c'était de donner autant. Et en fait, d'une certaine façon, en fait, je me suis appauvrie comme ça, à vouloir être à tout prix au niveau de l'égalité, alors qu'en fait, on aurait dû mettre en place un système d'équité. En fait, tu vois, un truc proportionnel. Et ça, je l'ai compris en écoutant ton podcast. C'est fou, c'était un truc, ça m'avait pas, tu vois, ça m'avait pas traversé l'esprit. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude d'interroger les manières de faire. C'était ça aussi qui m'intéressait. À un moment, je suis allée voir une gestionnaire de patrimoine pour lui dire, en fait, c'est quoi les différentes options, comment on fait dans un couple pour gérer l'argent. Et donc, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est il faut un compte commun, mais bon, voilà, il en faut même plusieurs. Et donc, on a fait la liste des possibilités et effectivement, de temps il y a à faire à part égale, compter combien ça les dépenses par mois et les diviser à 50-50, ou faire progressif comme les impôts. Effectivement, celui qui gagne le plus d'argent paye le plus. Ce qui, moi, me paraît être le plus juste, mais surtout la question, c'est à un moment de se poser avec son conjoint et de se dire, voilà les différentes possibilités, réfléchissons pour décider de ce qu'on veut faire, plutôt que d'être dans un truc un peu approximatif et genre, ah bah tiens, on va faire comme ça. Oui, parce qu'il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est, on l'entend dans ton podcast, c'est les femmes qui ont tendance à payer les courses de la vie quotidienne, alors que les hommes vont rembourser le prêt de la voiture ou le prêt immobilier. Et ça, Ouais, moi, ça a été la révélation. Donc ça a été étudié par des économistes et des sociologues. Ça a été très étudié, notamment au Canada, parce qu'elles sont en avance sur nous sur ces sujets-là. Mais donc, c'est très évident. Les avocates aussi que j'ai interviewées me l'ont dit dans les cas de divorce. Quand on ne réfléchit pas à la manière dont on gère l'argent dans le couple, se met en place, et c'est la même chose pour les tâches ménagères, en fait, de ce qui paraît le plus efficace. ouais. Et en fait, ce qui est le plus efficace, ça n'est jamais ce qui est le plus égalitaire. L'efficacité et l'égalité, c'est clairement pas la même chose. Et donc, le plus efficace, c'est, je sais qu'il n'y a plus de yaourt pour les enfants ce soir, après le boulot, je vais passer vite fait acheter des yaourts ou racheter des couches, et j'ai ma carte bancaire et je paye avec mon compte, quoi. Et en général, c'est les femmes qui font ça. Et donc, elles vont payer toutes ces petites choses qui, accumulées, représentent quand même une grosse somme. Et on va se dire, ah bah tiens, toi, le conjoint qui gagne plus, bon bah c'est normal que tu rembourses le crédit de la voiture parce que voilà, tu as plus les moyens que moi qui ne peux pas, quoi. Et en fait, la conséquence de ça, c'est qu'en cas de séparation, où chacun repart avec ses acquis, et ben les femmes, elles repartent avec des couches sales et des pots de yaourt vides, et le mec va repartir avec la voiture parce qu'il peut prouver que c'est lui tout seul qui l'a remboursé le crédit. Et de fait, elle est à lui. Ce qui est important de comprendre et qui est complètement contre-intuitif, intuitivement, tu te dis, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je ne peux pas payer les grosses sommes. Et ben, Ouais, il faut faire complètement. l'inverse. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, donc j'ai besoin de me faire du patrimoine. Donc, il faut que je rembourse en priorité, même si je ne peux pas faire 100%, mais une partie des crédits, et que celui qui gagne le plus paye plutôt les courses.
Parce que lui, de toute façon, derrière, il se fait de la rente. Et aujourd'hui, les juges, lors d'un divorce, ils n'ont pas évolué justement par rapport à ce système de dépenses? Ils n'arrivent pas à dire, OK, enfin, je sais Ah, pas, elle a dépensé, pas mal pour le quotidien et puis si on pousse le raisonnement plus loin, se dire: «OK, elle est en temps partiel ou en 4/5, mais en gros, si, son mec a fait cette carrière-là, c'est aussi parce qu'elle était là en mode soutien logistique et familial». Ça bouge pas? c'est compliqué, c'est très compliqué, ça dépend, et il y a quand même un a priori un peu, anti-femme, enfin, de l'idée que les femmes vont vouloir profiter de la séparation pour prendre l'argent de l'homme qui aura travaillé et gagné son argent à la sueur de son front. Ce cliché-là, du rapport de la femme à l'argent, mais je pense qu'on l'a tous un peu, il y a cette idée de femme et argent, ça fonctionne pas bien ensemble, quoi. On n'aime pas cette association. Donc, quand une femme qui demande une grosse contribution alimentaire, etc., bah, c'est tout de suite mal perçu. On se dit, ah, mais en fait, elle est intéressée, gna, gna, gna. Donc c'est compliqué et souvent, les jugements veulent paraître équitables. Donc, s'ils donnent une grosse contribution alimentaire, ils vont dire, mais par contre, sur la part de l'appartement, madame aura moins. Enfin, ils veulent toujours compenser. Ouais. Et sans tenir compte du fait que les femmes n'ont pas pu faire, en général, pas pu faire la même carrière que leurs compagnons et qu'effectivement, la carrière de leurs compagnons, elles y ont contribué. Et Ouais. ça, c'est quand même relativement souvent passé sous silence. Et c'est un truc qu'on ne sait pas aussi, et en travaillant dessus, dont je me suis rendu compte, c'est qu'en cas de séparation, les hommes et les femmes s'appauvrissent, ce qui est logique, mais les hommes s'appauvrissent à court terme, après ils rebondissent très vite, alors que les femmes s'appauvrissent à long terme. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'économie en France, des ménages, qui est hyper important, qu'on a vu un peu au moment des Gilets jaunes, qui est toutes les mères célibataires qui ont une vraie difficulté de vie, enfin, sociale pour finir les mois. Moi, c'était le cas de ma mère et je me dis, là, il y a quelque chose de politique où le gouvernement doit faire quelque chose. Il faut agir là-dessus. Donc, c'est les femmes qui s'appauvrissent sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'en général, elles ont la garde des enfants. Et donc, c'est hyper dur de refaire ta vie, de justement d'avoir un temps complet. Si en plus, tu dois te payer un mode de garde. Alors qu'un homme, en fait, lui, ça lui posera aucun problème de rebondir Tout à derrière. fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Et ça, et en plus, dans les jugements, c'est souvent... on m'a donné plusieurs exemples où en plus les juges se disent ah bah non mais c'est important que monsieur puisse travailler, etc. Ouais, bah c'est pas grave, elle peut garder les enfants, quoi. C'est un truc vraiment dans l'imaginaire collectif. Oui, bah c'est normal qu'elle travaille à temps partiel. Même des femmes qui aimeraient travailler à temps complet mais qui du coup ne peuvent pas. Ouais. Moi, ça me fait penser à quand à un moment, je crois que c'était quand je suis partie de ma dernière boîte, avant d'être à mon compte, j'avais plus de temps. Enfin, tu vois, en gros, j'étais moins 100% au travail. Et souvent, les gens me disaient: «Ah, c'est super, tu vas pouvoir passer du temps avec tes enfants». Ça m'avait énormément marqué parce que le premier truc que je répondais, j'étais: «En fait, je vais passer du temps avec moi-même, je vais m'occuper de moi là». Et, et c'était fou, c'était vraiment le réflexe. Et je pense, et d'ailleurs, quand tu réponds ça aux gens, les gens te disent: ah oui, tu as raison en fait. Non, non, mais tu as raison de t'occuper de toi. Et comme tu dis, je pense que c'est des espèces de réflexes ou de biais inconscients qu'on a tous intégrés. Alors qu'en fait, c'est comme quand tu es au 4/5e. Pourquoi le 4/5e? Ça ne veut pas dire que tes enfants vont pas aller au centre de loisirs. Enfin, tu peux aussi faire des trucs pour toi, te former, ne rien faire aussi, ça peut être pas mal. Bon, bref, Oui, mais ça, il y a une énorme culpabilité pour les femmes à se dire j'ai dégagé du temps libre et je vais pas l'employer pour la maison ou les enfants. C'est ouais. hyper compliqué. Se Ouais, dire bah en fait non. on a une grosse incapacité à glander quand même qui est assez dingue. C'est fou, hein. Ouais, C'est toujours ouais. ce côté s'activer. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu retiens de cette première saison de Rends l'argent, qui est donc le nom du podcast, en ayant pris du recul quelques mois après la sortie du podcast? Que c'est la deuxième fois dans ma carrière que j'ai l'impression de faire un truc concrètement utile. La première, ça a été quand j'ai travaillé sur les féminicides. C'était il y a plusieurs années, c'était avant qu'on en parle. On n'en parlait pas du tout autant que maintenant. Et donc, j'avais lancé pour Libération, je faisais la liste des femmes tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, etc. J'ai fait ça pendant 2 ans pour essayer de porter le sujet. Et là, sur Rends l'argent, de nouveau, j'ai eu des messages de gens qui m'ont dit, en fait, ouais, voilà, c'est ça. Le féminisme que j'attends, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les grandes théories féministes, mais qui disent, moi, je veux juste voilà, des trucs hyper clairs et qui me disent, eh ben, il faut faire ses comptes comme ça et faites attention et comment, voilà. Je fais pour me protéger, pour que mon couple soit plus égalitaire. Et ce côté-là, ce retour de gens qui, tu vois, de femmes qui me disaient, bah là, ça m'aide. Là, j'ai une vraie aide concrète. Ok. Surtout, il y a un épisode qui est sur les impôts
Oui, et ouais, je où me rappelle. j'explique un truc sur la retenue à la source, etc. Quand on a une déclaration commune, je dis aux gens, a priori, les femmes, vous êtes fait avoir, allez sur le site des impôts et décochez la case et changez la case. Il faut le taux personnalisé, pas individualisé. Enfin, bon, il y a tout un truc comme ça très concret. Et ça, c'était génial, voilà, d'avoir un retour de femmes qui me disaient, mais c'est de ça dont j'ai besoin. Qu'on me dise des trucs hyper concrets. Et après, moi, j'ai été étonnée, tu vois, en travaillant sur le sujet, de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Et quand j'ai fait les recherches, tu vois, en tapant couple argent, etc., couple finance, il y avait très peu de choses qui sortaient. Et c'est pas un sujet tellement tu vois, on n'en entend pas parler, même en économie. Quand j'ai interviewé des économistes, elles me disaient, bah non, parce qu'en France, l'économie, on en parle toujours par ménage, donc justement par couple. Et en fait, on ne regarde jamais ce qui se passe au sein du ménage, comment l'argent est réparti au sein du couple. Et donc, là, on est sur un sujet qui est complètement pas apparu dans nos radars. Et je pense en partie parce que l'argent, c'est un sujet de droite et que les féministes sont plutôt de gauche. Et donc, on a laissé quelque chose comme ça, un sujet important, et on l'a pas traité, alors que les rapports de domination, évidemment, dans un système capitaliste, ils passent par l'argent. On n'apprend pas aux filles à penser à leurs intérêts. C'est ce que me dit Michel Perrault dans le podcast. La féminité, c'est le don. Donc, le don, c'est pas penser à ses intérêts et prévoir, voilà, pour se mettre à l'abri, alors que c'est hyper important. Donc, clairement, on nous éduque pas en tant que filles comme ça. Et après, il y a d'autres choses un peu plus concrètes qui sont que c'est pas juste une impression au doigt mouillé. Ça a été montré par des études que les parents donnent plus d'argent aux garçons. Mais ça, c'est fou. Et c'est fou, hein. Ouais, je sais. Mais parce que on se dit, elle va se marier, elle sera à la charge de son mari. Enfin, il y a un truc, voilà. Ils héritent davantage, on leur donne plus à l'héritage et on leur donne plus d'argent pour démarrer dans la vie parce que peut-être il va lancer une entreprise, et que la fille, eh ben, on va un peu moins lui donner d'argent. Et oui, donc pour revenir à la succession, tu as fait d'ailleurs un épisode là-dessus qui montre qu'en cas de succession, pareil, quoi, les garçons sont favorisés par rapport aux filles. Ouais, ce qui est dingue aussi. Et en plus, ce qui est dingue, même, enfin, les gens sont pas méchants. Enfin, tu vois, c'est pas les parents qui se disent, ah, mais parce qu'on préfère notre fils, on va lui donner. Mais en fait, il y a tout un mécanisme qui fait que s'il y a une entreprise ou une maison de famille, etc., on va plutôt la léguer, la réserver aux fils qu'aux filles. Peut-être parce qu'il gagne plus d'argent et qu'il aura les moyens de l'entretenir, parce qu'il s'est lancé dans le même cheminement professionnel que ses parents, parce que donc c'est logique qu'il reprenne la boulangerie. Enfin bon, il y a un ensemble de facteurs qui font que le fils, et particulièrement le fils aîné, va hériter du patrimoine. Officiellement, la loi dit qu'on est obligé de donner autant à tous les enfants. Mais sauf que les familles trichent et se disent, bah, on n'a pas les moyens de donner autant, il faudrait qu'on vende, tu vois, typiquement, il faudrait qu'on vende la maison de famille et diviser l'argent entre les enfants. On n'a pas envie de vendre la maison, on va la donner au fils aîné. On ne peut pas donner autant de valeur aux filles. Donc, eh ben, on va sous-estimer la valeur de la maison. Tout le monde le sait qu'on triche. Et puis, voilà. Et puis, on donnera moins aux filles. Et les filles acceptent. Ouais. C'est peut-être ça le pire, en fait. C'est qu'en fait, c'est intégré. Si ça se passe comme tu le dis, c'est qu'il y a un côté accepté, en fait. Il y a un côté accepté, et de ce que m'expliquaient les spécialistes, il y avait aussi un côté, c'est bien quand tu as un ennemi commun, et dans les cas de succession, de tout ça, de donation, l'ennemi commun, c'est les impôts. Donc, il faut que les impôts récupèrent le moins d'argent possible. Donc, c'est pas mal de sous-estimer la valeur de la maison parce que sinon, le fisc va tout nous prendre. Et donc, ça marche chez tout le monde comme argument. Donc, du coup, les filles se disent, oui, non, mais effectivement, c'est pas grave si on touche moins plutôt que si on touchait plus et que l'argent partait aux impôts, quoi. D'accord. Et toi, dans ton... c'est dingue, en fait, quand tu y penses. J'ai l'impression d'être autant des chevaliers et d'être, j'imagine, une tour avec une princesse qui attend d'être... Bon, bref. Et toi, dans ton couple et dans ton rapport à l'argent, le podcast, qu'est-ce qu'il a changé? Eh ben, on a un compte commun. Ouais. Ça, c'est incroyable. Well done. Mais oui, alors, non, mais ça, vraiment, enfin, pour les gens qui en ont moins, ils ne peuvent pas comprendre, mais le bonheur de prendre la carte bancaire du compte commun pour payer les courses. Et en fait, c'est là où ça fait un peu de moi une vilaine personne, mais je me dis, en fait, vraiment, ça me pesait de tout payer avec mon argent à moi, quoi. Et donc là, donc on a estimé combien on mettait chacun sur le compte commun. Et le fait de savoir qu'il a mis aussi de l'argent et que voilà, quand j'achète les pots de yaourt, il y participe, et ben
je me sens bien, je sens trop bien. Oui, J'adore. je te comprends carrément. Est-ce qu'il y aura une saison 2 de Rends l'argent? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire de quoi elle va traiter? Alors, j'y ai pas réfléchi. Je pense qu'il y a encore plein de sujets à traiter, mais j'y ai pas réfléchi. Et en plus, c'est un peu l'ironie du truc, c'est que j'ai trouvé que j'avais été très mal payée par Slate pour faire le podcast. Mais Parce que j'ai j'adore. reçu, non mais j'ai bossé 2 ans ce truc. Enfin, vraiment, ça m'a pris un temps fou. J'ai fait énormément de recherches. C'était super galère. Et quand j'ai reçu ce qu'ils m'ont payé, j'ai fait what? Mais attends, tu n'avais pas décidé en amont, vous n'aviez pas discuté du prix? Si on avait décidé en amont, mais je ne m'étais pas rendu compte de la somme de travail que ça me demanderait en fait. Ouais. Et comme on avait décidé justement en amont, je m'étais dit oui, bon, bah, tu vois, en 2 mois, ce sera fait. Ça ne m'a pas pris 2 mois, ça m'a pris 2 ans. Ouais, mais Alors, c'est ça pas à énorme. temps plein. Pareil, Mais pour ceux qui connaissent pas le podcast, qui est excellent, c'est un travail de recherche, des interviews, ouais, tu vois, c'est c'est hyper monté, il y hallucinant. a On plein de voit que tu n'as pas pu trucs. faire ça en 2 mois. Enfin, c'est dingue. Ouais, non, clairement pas. Et donc, du coup, par rapport à l'investissement que j'ai mis, j'ai fait ah ouais. Et en plus, après, j'ai eu une bisbille avec Slate sur si c'était adapté en livre, combien ils prendraient sur les ventes de livres. Et genre, ils voulaient prendre 90%. Mais c'est Je pas fais, mais vrai. vous êtes fous. Et donc, ouais, j'étais pas très contente. Donc, j'ai dit, ouais, bah, pour l'instant, la saison 2, je suis fâchée. Oui, parce qu'en Voilà. fait, le fait que tu aies fait le podcast produit par eux, enfin, produit par Slate, ça veut dire que le contenu leur appartient? Non, parce que j'ai peur. Est-ce que le contenu leur appartient? C'est Non, mais tu pourrais compliqué. faire un livre avec une autre maison d'édition, enfin, avec une maison d'édition sans que Slate prenne 90%, non? Enfin, j'en sais rien, je veux pas faire l'avocate de Bah, Picsou, mais du coup, j'ai renégocié. J'ai fait, vous êtes fous, jamais 90%, tu vois. ouais. Mais il prendrait une petite partie. Donc, on s'est embrouillé sur des histoires d'argent au sujet d'un podcast qui parlait de l'argent. Ouais, c'est une belle Je me suis dit, ironie. voilà. Et si tu avais 3 conseils à donner à une femme en couple dans son rapport à l'argent? Et bah, déjà, d'y réfléchir, de se Ouais. dire que c'est un vrai sujet. Et ça, c'est comme les tâches ménagères. Hein, on se dit, oh, ben, on va pas se disputer pour une histoire de chaussettes ou de poubelle. Mais non, non, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment d'y réfléchir, de se renseigner. Il y a des bouquins tout simples qui sont très bien faits. Et en fait, il y a plein de choses, on ne sait pas comment ça fonctionne. Typiquement, tu vois, vraiment, les impôts, on a tous l'impression qu'on sait. Renseignez-vous parce que non, les impôts, la déclaration commune d'un couple, c'est plus compliqué que ça n'a l'air. Donc voilà, s'y intéresser, se renseigner et concrètement prendre la calculatrice et compter quoi. Ouais. Même si ça doit générer une engueulade, c'est quand même qu'il y a un souci. Et si vous devez vous appauvrir pour que votre couple s'entende bien, il y a quand même un gros problème. Ouais. Donc voilà. Et oui, bien sûr, et on s'aime et c'est pour toute la vie et c'est pour toujours. Mais en tant qu'enfant de divorcé, je peux dire parfois ça arrive quand même les séparations. En général, c'est assez moche. Et vraiment, le nombre de femmes autour de moi, alors il y avait la génération de ma mère, que j'ai entendue quand j'étais petite, et là maintenant, la génération de mes copines qui divorcent et qui me disent « j'ai été débile, j'ai mal fait les choses, je ne m'y suis pas intéressée », enfin voilà, et qui ont d'énormes regrets. Donc préparez, enfin c'est horrible à dire, mais préparez les séparations, enfin faites les choses pour que vous n'ayez pas et que ça ne vire pas à la boucherie, quoi. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Sur l'argent, Bon, sur l'argent ou surtout. sur un truc qui te vient à l'esprit maintenant? C'est les questions de la fin. Ah, d'accord, c'est les questions de la fin. Tellement de choses, c'est ça qui est compliqué. Non, mais je crois c'est très bateau ce que je vais répondre, mais toutes les injustices, Ouais. il y a des fois, j'ai peur de m'y habituer, en fait, et de me dire, ah ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté mon travail sur les féminicides. C'est qu'à un moment, donc, je faisais cette liste tous les mois, et au bout de 2 ans, je me suis dit, eh ben voilà, encore une qui s'est fait étrangler, et celle-là, c'était quoi? C'était un coup de poignard, enfin. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Je peux pas, voilà. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Parce que, à force de travailler dessus, c'était devenu quelque chose de presque banal. Je dis non, je peux pas être dans un rapport banal avec ça. Et donc, je suis contente de me dire, en fait, les injustices et les rapports de domination m'énervent toujours autant et me révoltent toujours autant. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? Une personne qui tu penses pourrait être, ça pourrait être intéressant de l'entendre? Ah bah oui, Élise Thiebaud. D'accord. Eh ben, écoute, Est-ce c'est noté. Elle est Explique-moi. géniale. Ouais. Élise, elle est extraordinaire et surtout, enfin, moi, c'est aussi une amie. Et quand je la vois, et donc elle a écrit un livre sur les règles
qui est absolument génial, qui est à lire enfin, qui est vraiment, c'est un bouquin, j'ai appris des tonnes de trucs et pourtant vraiment genre les règles menstruelles, je me disais qu'est-ce qu'elle va m'apprendre, j'ai appris des tonnes de choses. En ce moment, je lui pose plein de questions sur la ménopause, c'est trop intéressant. Ouais. Et voilà, Élise, elle me raconte des trucs, je lui pose des questions, elle me raconte des choses et je sais pas, c'est une grande conteuse, une grande pédagogue, elle est passionnante. Et elle a une vie complètement dingue. D'accord, écoute, je le note et je pense que je vais la contacter. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Titiou ? Quel genre, une loutre. C'est ce que je raconte au début de Libérée, où je me dis, une fille, c'est ça, c'est toujours gracieux, ça fait jamais rien tomber, ça se casse pas la gueule et tout. Je m'étais dit, c'est pas moi. Moi, je dois pas être ça, je suis pas une femme, quoi. Donc, je m'étais dit, je dois être une loutre, un autre truc, quoi. J'ai toujours un peu ce sentiment, genre, oui, non, mais moi, je crois que je suis une loutre. C'est marrant que tu dises la loutre, parce que c'est mon surnom. Enfin, mes sœurs m'appellent la loutre. Et c'est le surnom familial. Ouais, je suis la loutre. C'est génial. Je crois que je me suis jamais autant confiée dans cet épisode. Mais écoute, on va arrêter ce premier épisode. Et puis, pour ceux qui sont fans de Titiou comme moi, il y en aura sûrement d'autres à venir. Et notamment sur, je crois que tu vas bientôt sortir un livre. Il sort quand déjà exactement ? Oh là là, c'est horrible. Il sort en septembre, au moment où tout le monde sort un livre. Mais c'est pas censé être le super bon moment, justement ? C'est la rentrée littéraire, sauf qu'il y a tous les livres qui ne sont pas sortis l'année dernière parce que confinement, tout ça, machin, enfin bref. Donc, ça va être un bouchon monstrueux, un embouteillage de sorties de livres et j'ai trop peur. Ok. Merci Titiou d'avoir parlé de ton podcast, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!